Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être en votre compagnie pour échanger sur des problématiques qui nous interpellent à plus d'un titre. La CNT, Confédération nationale du tourisme, apporte depuis des années sa pierre à l'édifice pour un savoir élevé réel de ses membres, partenaires et sympathisants. Mais c'est également une ambition légitime de donner au secteur de l'hospitalité et du voyage ses lettres de noblesse. Ainsi, depuis un peu plus d'une année, des rendez-vous à cadence régulière vous sont proposés. À titre de rappel, et dans le cadre du cycle des experts, après avoir traité la problématique de l'intelligence collective lors de la saison hiver-printemps 2023, nous avons traité la question de la performance collective et le leadership pour la session d'été 2023. Du nouveau, toujours du nouveau. Depuis, nous avons donné corps et vie à un concept lié au développement de l'humain à tous les niveaux. La CNT Academy qui lance à l'occasion, dans le cadre de ce webinaire, sa session inaugurale en réunissant un panel de qualité pour nous entretenir d'un sujet qui me semble important pour une meilleure gouvernance des organisations de l'industrie, de l'hospitalité et également du voyage. La CNT a toujours, sous la houlette de son président, l'écoute de ses membres et ouverte à son environnement. La CNT crée le débat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, notre ambition légitime, c'est de traiter ce sujet dans ses grandes lignes, ce soir, en à peu près 80 à 90 minutes, grâce à la présence effective d'intervenants experts dans l'approche management et leadership. Quelles sont les conditions de base pour que nous puissions travailler en bonne osmose et en harmonie complète? Je vous propose, avec votre aimable permission, le mode opératoire suivant. Je commencerai par un contexte et des objectifs, mais quels seraient également les axes d'intervention. Je procéderai par un tour de table avec nos éminents intervenants. Je donnerai la parole à quelques témoignages de Paris et de Bruxelles. Et je donnerai également la parole à une des chevilles ouvrières de cette opération, c'est Aziz Al-Khtaibi, membre du comité d'organisation. Bien sûr, dans l'échange, c'est également vous écouter. C'est la raison pour laquelle il y aura un échange avec vous, mesdames, mademoiselles et messieurs, qui nous faites le plaisir de nous rejoindre, pour ceci et pour cela. Je vous demande gentiment de poser toutes vos questions sur le chat pour que nous puissions véritablement les prendre afin que nos éminents intervenants puissent répondre à vos interrogations. Vos questions, s'il vous plaît, seront courtes, claires et concises pour qu'on puisse aller directement à la réponse. Voilà un petit peu le mode opératoire de ce webinaire qui se veut un webinaire avant-gardiste, un webinaire, comme j'ai dit, en tant que session inaugurale pour lancer la CNT Academy. C'est Aziz Al-Khtaibi reviendra tout à l'heure pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce concept. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorable assistance, audience à travers le net. Depuis 2020, nous avons tous constaté la dernière vague de forces extérieures qui ont fait irruption dans l'industrie de l'hospitalité et du voyage. Un paysage post-pandémique
qui a changé la nature et les valeurs du travail, une guerre en Ukraine qui s'enlise depuis, une crise énergétique, une situation kafkaïenne au Proche-Orient, l'omniprésence positive et négative de la numérisation, un stress hydrique exceptionnel qui va aller crescendo et surtout, l'appel urgent à des pratiques durables et régénératrices. Ceci étant, mettons quand même un accent tout particulier sur le capital humain. Qu'il s'agisse d'un dirigeant, d'un manager, d'un collaborateur, d'un entrepreneur ou autre du surcroît d'un client, le besoin de connexion et de validation et de croissance devient aujourd'hui le principal prisme d'analyse pour donner un sens à notre futur, tant sur le plan professionnel que bien sûr privé. Nous devrions absolument, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, faire en sorte que l'écosystème devienne plus attractif en offrant un bon équilibre au niveau des organisations que des personnes eux-mêmes. Car ce n'est pas une coïncidence si l'élément humain a toujours, et encore plus aujourd'hui et demain, au centre de nos préoccupations. Je dirais même un véritable moteur des solutions et de l'innovation. Plus d'authenticité, une communication adéquate et une chaîne de valeur adaptée. Un modèle de durabilité qui tienne la route. Le tout pour réinventer l'offre hospitalité et voyage selon des normes appropriées. Bien sûr, notre thématique cap d'excellence, stratégie de leadership pour l'hospitalité et le voyage dans notre royaume. Notre motif, notre devise, monter en compétences et gagner en compétitivité. Nos axes d'intervention pour ce webinaire, management des organisations avec Frédéric Lugrin, innovation et leadership avec Si Mohamed Barada, leadership de soi avec Sabrina Hafian et la dynamique d'équipe et une communication efficace avec Yann Dolem. Comme vous l'avez constaté, pour que nous puissions arriver ensemble à Pamport, 4 experts, 3 hommes et une dame. Pour commencer, dans le contexte, pour rester dans cette dynamique de l'échange et du partage, j'ai avec moi en direct et en live de Casablanca, Frédéric Lugrin. Frédéric Lugrin est gestionnaire de patrimoine en Suisse. Il est entrepreneur et expert financier en France et il est, depuis 2016, conseiller en optimisation d'entreprise au Maroc. Il est le CEO de FL Swiss Advisory. J'interpelle Frédéric pour nous traiter ce processus de réflexion qu'en jugeant de l'efficacité et de l'intelligence collective d'une organisation est avant tout porter un regard lucide sur son fonctionnement. Tenant compte des spécificités de l'industrie, de l'hospitalité et du voyage, et en prenant en considération, Frédéric, que le management des organisations est un vaste chantier, comme le savent les 70 internautes qui nous font le plaisir d'être avec nous, un vaste chantier où plusieurs éléments doivent être juxtaposés pour opérer le subtil dosage le plus stratégique et le plus opérationnel. Ceci étant, l'objectif est d'être efficace et efficient. Frédéric Lugrin, bienvenue avec nous dans ce webinaire et je vous interpelle pendant à peu près 8 à 10 minutes. Comment voyez-vous la chose et quelles sont les orientations à prendre dans le processus du management des organisations
dans le monde de l'hospitalité et du voyage. Frédéric Lugrin, à toi la parole. Oui, merci Sisti pour cette introduction. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce webinaire. Comme si Mohamed Sti l'a dit, on va parler pour ma part du management des organisations. Et puisque j'ai l'honneur d'ouvrir les débats, je voudrais qu'on puisse parcourir ensemble quelques points d'ordre général sur les bonnes pratiques de la gestion, histoire de planter un petit peu le décor pour ce webinaire, mais aussi pour la CNT Academy. Ça va nous permettre de partir d'une vue globale pour ensuite, au travers de différents sujets qui seront abordés par les autres intervenants, d'arriver à des considérations un petit peu plus spécifiques. Alors, comme l'a dit Sisti dans son introduction, je suis suisse, je suis ancien banquier, donc vous vous doutez que je tiens particulièrement à une certaine rigueur dans l'organisation, à une approche structurée, ordonnée, maîtrisée pour toujours garder le cap. Peut-être tout d'abord une définition, une entreprise bien organisée, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est une entreprise où l'ensemble des tâches qui sont nécessaires à atteindre les objectifs sont bien structurées. C'est une entreprise où les activités sont mises en musique et où il y a, si on veut bien, un chef d'orchestre à la baguette. Alors vous me direz, ça paraît évident, effectivement, mais ça ne l'est pas tant que ça parce que ça nécessite d'avoir une vision et d'être capable, puisque je vous parlais de chef d'orchestre, de maîtriser un orchestre qui est composé de beaucoup de musiciens qui jouent des instruments différents. Donc, ce n'est pas forcément si simple. Alors, comment est-ce qu'on fait pour y parvenir? Eh bien, pour moi, cela passe par une vision, une connaissance de son marché, de son environnement. Ça passe par de la clarté dans la structure, par des règles du jeu qui sont bien établies, surtout aussi qui sont comprises de tous, mais aussi par une gestion quotidienne efficace, des prises de décision qui se basent sur des faits, des chiffres, en utilisant des indicateurs. Et puis, il y a aussi tous les aspects de la bonne gestion de trésorerie qui sont importants et aussi ce qui est la clé dans le secteur du tourisme, la qualité du service et, last but not least, les ressources humaines. Alors maintenant qu'on a posé ces quelques bases, j'aimerais entrer un petit peu plus dans les détails de ces éléments clés que je viens de citer, qui sont pour moi les orientations à prendre et les étapes à suivre. Donc, tout d'abord, la vision. Il faut développer une vision, ce qui, en fin de compte, vous servira de fil rouge, qui permettra de garder le cap, de s'assurer qu'on n'a pas juste débuté le voyage, mais aussi qu'on arrive à bon port. Autrement dit, il faut pouvoir se projeter pour savoir où l'on veut être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et c'est comme cela qu'on peut déterminer comment atteindre son objectif, quelle stratégie déployer pour y parvenir. Donc, ça permet de définir quelques actions, quelles actions il faut mettre en place, de pouvoir suivre son plan en prenant les mesures correctives nécessaires aux besoins. Une fois qu'on a la vision, que l'on sait où on veut aller, il sera très important de le faire aussi en connaissant son marché, en connaissant son environnement, car le secteur du tourisme, je ne vais rien vous apprendre, c'est un de ceux qui sont les plus concurrentiels. Donc là, on va étudier comment les clients se comportent, mais aussi les fournisseurs, voir s'il y a des produits et des services de substitution aux nôtres, si de nouveaux entrants possibles peuvent être un risque, bien sûr aussi étudier la concurrence, les acteurs existants. Et puis, après avoir étudié ces points, qui sont en fait les facteurs externes, on peut les faire matcher avec les facteurs internes, c'est-à-dire nos propres forces, nos propres faiblesses. Et la combinaison de tout cela devra nous permettre de savoir comment se positionner au mieux. Alors maintenant qu'on a une vision, maintenant qu'on a la connaissance du marché, le troisième point pour moi qui est essentiel, c'est de formaliser son activité et la manière dont on la structure pour en avoir une vision qui sont concrètes. Ça passe par un organigramme pour moi. Cela va donner une consistance à la vision dont on parlait tout à l'heure. Personne n'ignore qu'on est en pleine Coupe d'Afrique des Nations et je pense qu'aucune équipe ne rentre sur le terrain sans avoir défini un schéma tactique. On entend parler de 4-4-2, de 4-3-3, de 4-2-3-1, etc. Eh bien, ça, c'est l'organigramme en fait. Il établit sans équivoque le schéma de jeu. Et puis cet organigramme, pour moi, c'est aussi un facilitateur parce qu'il permet aux nouveaux arrivants de comprendre l'organisation. Il permet aux dirigeants d'avoir une visibilité pour corriger ce qui, le cas échéant, devrait l'être. Et puis, il permet aux tiers, aux personnes externes, de comprendre votre fonctionnement. Un point suivant sur lequel j'ai envie d'insister aussi, ce sont les processus. Parce que, en fin de compte, un processus, c'est quoi? C'est ce qui va mettre de l'huile dans vos rouages. C'est ce qui fait que les actions vont s'enchaîner de manière coordonnée. C'est un peu le prolongement de l'organigramme. Alors, le challenge ici, c'est de pouvoir transcrire cela de manière simple, compréhensible. Et en fait, c'est très important parce que, pour reprendre l'analogie sportive,
Les processus, ce sont les règles du jeu. Et bien entendu, ben, si on rentre sur le terrain sans connaître les règles du jeu, on ne part pas vraiment du meilleur pied. Donc finalement, ce sont ces règles du jeu, ce sont ces processus qui permettent entre autres de rester le chef d'orchestre dont je vous parlais en introduction. Alors maintenant qu'on a une vision, que l'on sait où l'on veut aller, que l'on connaît le terrain de jeu et les règles du jeu, le cinquième point pour moi qui est vital dans une bonne gestion et une bonne organisation, c'est l'outil qu'on utilise. Et quand je dis outil, je pense surtout à un outil informatique, un ERP, un CRM. Ben, figurez-vous que je suis assez souvent amené à voir des clients qui, dans leur gestion, font cela de manière vraiment très hétérogène, avec des outils qui n'en sont pas vraiment et qui, en fin de compte, compliquent plus le quotidien qu'autre chose, alors que c'est plutôt censé être une aide. Donc, c'est aussi et surtout important parce qu'un outil adapté et bien configuré, il permet de pouvoir collecter, de pouvoir utiliser des informations concrètes, factuelles. Donc, c'est ça qui va vous permettre d'entrer et qui va permettre à toute organisation d'entrer dans une dimension de pilotage de l'activité qui se base sur des faits et sur des chiffres. Alors maintenant, pour piloter, il faut des indicateurs, si possible des indicateurs qui soient pertinents, les fameux KPIs, la fameuse data qu'on utilise. Et c'est là aussi un point très important sur lequel j'insiste parce que on doit pouvoir mesurer, on doit pouvoir évaluer à long terme ce que l'on fait. Et surtout, on doit pouvoir le faire en regard des objectifs qu'on s'est fixés. Donc, vous voyez que tout est lié, puisqu'on parlait avant de se fixer des objectifs, d'avoir une vision, et c'est une manière de dérouler les choses dans une suite cohérente. Euh, c'est aussi comme ça qu'on se rendra compte rapidement si on est sur la bonne voie, si on suit le fameux fil rouge dont je vous parlais avant quand j'évoquais la vision qu'il faut avoir pour son organisation. Et puis, ensuite, quand on parle d'indicateurs, il faut aussi penser aux aspects financiers, bien entendu. Et c'est là le point suivant pour moi qui est très important. J'ai été très souvent confronté à des cas où la trésorerie n'est pas un sujet qui est pris au sérieux. Et on se rend compte que les réserves en cas de coup dur ne permettent pas de tenir plus de quelques jours, voire une ou deux semaines. Et on a malheureusement eu la preuve durant le Covid que les choses peuvent devenir vite très compliquées si on n'a pas ces éléments qui sont sous gestion. Donc, la trésorerie, c'est comme le reste, en fait. Ça doit se planifier, ça se gère. Et il vaut mieux toujours opter pour une approche de bon père de famille, garder de la marge, garder des réserves, prévoir peut-être un peu plus de dépenses et un peu moins de recettes que de raisons, ce qui permet de se mettre un peu plus à l'abri. Alors, jusqu'à présent, j'ai un petit peu peint le diable sur la muraille. Je vous ai peut-être fait un peu peur, j'en suis désolé, mais c'est aussi un petit peu mon rôle. Donc, on va revenir sur une note un petit peu plus joyeuse avec le point suivant qui est important pour moi et ce sera l'avant-dernier que j'aborderai. C'est l'extrême importance du service client. Euh, on est dans un secteur où la concurrence est rude, comme je l'évoquais avant, et surtout où les clients ont accès à énormément d'informations, de comparaisons, d'avis en ligne, etc. L'importance ici, c'est de ne jamais oublier qu'on doit faire vivre au client une véritable expérience. On doit le traiter même pas comme on voudrait être traité soi-même, mais plutôt comme le client lui-même veut être traité. Et au-delà de ça, il ne faut pas non plus négliger de mener des enquêtes de satisfaction parce qu'elles valorisent la vie des clients, elles permettent d'apprendre et de s'améliorer, et ça n'a pas de prix, je pense. Donc, mais bon, je crois savoir que ça, ce sera abordé aussi par les autres intervenants. Je pense à Yann par la suite. Donc, je ne vais pas m'apesantir plus sur le sujet. Et puis enfin, au centre de tout ce que j'ai énoncé, et ce sera mon dernier point, je tiens à souligner aussi l'importance particulière dans notre secteur du facteur humain. Parce que, en fin de compte, ce sont l'ensemble des collaborateurs qui font que les choses se passent bien, que les clients sont bien accueillis, servis. Donc, pour moi, il ne faut jamais négliger de faire tout ce que l'on peut pour que les collaborateurs soient performants, soient formés, soient motivés et soient reconnus dans ce qu'ils font. Mais là aussi, c'est un point qui sera aussi abordé, je pense, par mes camarades intervenants qui développeront et ils le feront assurément mieux que moi. Donc, en conclusion, pour revenir un petit peu sur tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, si à mon avis, si on veut pouvoir saisir au mieux les opportunités et gérer les risques et les menaces, il faut vraiment faire en sorte de déployer dans la gestion de nos organisations une approche qui tienne compte de ces différentes étapes que j'ai citées, qui permettent d'avancer de manière rigoureuse, structurée, maîtrisée. Ce sera le meilleur moyen de relever avec succès les grands challenges qui nous attendent à l'horizon 2025 et 2030 et que nous serons bien entendu aussi ravis de pouvoir plus développer avec vous au sein de la CNT Academy.
Merci beaucoup, Frédéric, pour avoir planté Grand le plaisir. décor. Sincèrement, si je m'amusais à restituer, cristalliser ce que tu viens de dire, Frédéric, en mots-clés, en prenant en considération tout ce qui est opportunité, menace ou ce qu'on appelle approche SWOT, déployer une approche en étant rigoureux, structuré et maîtrisé. Cette maîtrise, j'ai beaucoup aimé cette métaphore du chef d'orchestre et de la musique, une vision, une connaissance du marché, une gestion quotidienne sur la base de faits, de chiffres, d'indicateurs, la qualité de service et le focus sur la ressource humaine, suivre le plan pour mener des mesures correctives. La métaphore football 4-4-2, 4-2-4, etc. est très importante pour que l'organigramme soit véritablement et réponde aux attentes et aux besoins. Un schéma tactique qui est très, très important. Bien sûr, on ne peut pas atteindre nos objectifs quali et quanti s'il n'y a pas un processus, s'il n'y a pas des règles. La dimension pilotage qui est très, très intéressante en tenant compte des indicateurs et des KPI et bien sûr, focus également sur le service client. Comme vous l'avez souligné, entre autres, Yann abordera cette question avec plus de détails. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chère audience, nous restons toujours dans cette dynamique d'échange, de partage qui nous permet aujourd'hui d'en savoir un peu plus avec cette devise qui est apprendre aujourd'hui, comprendre, mais également entreprendre demain. Le deuxième intervenant est une personne qui a à peu près 30 ans d'expérience pour orienter le développement du leadership et conduire le changement, mais également favoriser la culture d'entreprise épanouissante. Il est le CEO de Crestcom. Il est avec nous ce soir en exclusivité de Casablanca. Si Mohamed Barada, laquelle kalima, à toi la parole. Il nous traitera, bien sûr, l'innovation et le leadership de l'hospitalité. Mais avant de lui donner cette parole, si Mohamed, on parle énormément d'innovation ici et là. Un ancien ministre, et non moins philosophe, Luc Ferry, parle d'innovation destructrice, en avançant que ce n'est pas la croissance, mais l'innovation qui va nous sauver. L'innovation est à la fois angoissante, destructrice et déstabilisatrice, mais en même temps vitale et formidable dans cet univers de compétition universelle qu'on appelle communément la mondialisation. Lors de nos échanges préalables avec tous les intervenants, vous avez dit que l'innovation n'est pas un luxe, mais une nécessité. Qu'en est-il au juste? Comment analyser le lien innovation et leadership? Et enfin, quelle stratégie d'innovation Si Mohamed Bagada, CEO de Crestcom, nous propose-t-il? Cette fois-ci, Si Mohamed Bagada, tu as la parole et merci d'avance. Merci Sisti, merci à la CNT Academy pour cette opportunité de parler de ces sujets très intéressants, mais aussi, vous l'avez si bien dit, Sisti, vous me donnez la transition, le mot innovation en lui-même peut être parfois faire peur ou être angoissant, mais c'est quoi déjà? On doit commencer, je pense, par démystifier ce mot de l'innovation, ou ce terme de l'innovation. On a tendance souvent à penser que ce n'est pas fait pour nous, que c'est pour la Silicon Valley, les Américains, les Européens, en fait, les autres. Où je n'ai pas les mêmes références que vous, Sisti. Moi, c'est plus du Gad Elmaleh qui va dire « je suis qui est pour innover ». Eh bien, il faut déjà, je pense, dans ce domaine, commencer par distinguer entre innovation et invention. Alors que invention, c'est plutôt créer quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé. L'innovation, au contraire, c'est améliorer quelque chose d'existant, le rendre plus efficace, plus beau, plus rapide. Et on peut innover dans pratiquement tout, le produit, le service, on peut innover dans le process. J'ai un exemple d'un client, un restaurateur qui avait l'habitude, ses serveurs, quand ils accueillaient un client, ils avaient l'habitude de dire « c'est pour combien de personnes » ou « est-ce que vous avez une réservation ?» Et on a simplement transformé ça en une phrase d'accueil différente et on l'a testé. Et désormais, il demandait « est-ce que c'est votre première fois chez nous ?»
Et quand la réponse était oui, ben, un parcours spécifique était proposé. Si c'était non, on est déjà venu, alors l'expérience était aussi différente. Tout ça pour dire que ça peut être des choses très, très simples de la vie de tous les jours, mais qui peuvent avoir un impact énorme. Alors, vous avez posé la question, pourquoi innover? Ben, tout simplement, ce n'est pas un choix, non, ce n'est pas du tout un luxe. Si on veut gagner la bataille de la compétition, et on la sait internationale en matière d'hospitalité et de voyage, parce que nos clients, en fait, vivent, et ça, je pense, tu l'as dit, cher Frédéric, les gens, les clients, nos clients vivent avec nous des expériences. À chaque fois qu'ils ont affaire avec nous, ils ont affaire à une expérience, ça passe ou ça casse. Soit c'est un moment d'enchantement et ils vont dire waouh, ou alors il s'agit d'un moment de consternation et ils vont dire oh non. Et l'innovation consiste à se dire comment est-ce qu'on peut faire dire à notre client waouh à chaque fois qu'il a affaire avec nous. C'est aussi simple que ça, mais comment est-ce qu'on peut obtenir ces moments d'enchantement et que faire si un moment de vérité comme ça se révèle être un moment de consternation? Parce qu'un moment d'enchantement est obtenu lorsque le client obtient un peu plus que ce à quoi il s'attendait. Il commande un café, il obtient une mini corne de gazelle en plus, c'est pas attendu, donc waouh. Mais on sait aussi qu'on est humain et il arrivera toujours qu'une erreur soit faite. Alors dans ce cas-là, c'est pas grave si on l'a aussi prévu et qu'on a aussi préparé nos collaborateurs à rattraper ce moment de consternation et transformer en moment d'enchantement. Et on a tous vécu comme ça une expérience qui commence sur une mauvaise note, mais qui est tellement bien gérée qu'après, ça en devient une expérience même mémorable et qu'on peut raconter derrière. Alors on sait tous que face à une mauvaise expérience, il faut présenter des excuses avec sincérité, il faut impliquer le client dans la solution, il ne faut pas se justifier, il faut solutionner, il faut offrir une compensation, il faut faire un suivi, il faut reproposer ses services. Mais je vous entends déjà d'ici me dire, mais pourquoi faire tant d'efforts? Et en plus, vous nous demandez de donner au client un peu plus que ce qu'il a demandé. Mais tout ça, ça a un coût, non? Eh bien, à ceux qui me disent ça, j'ai envie de leur rappeler cette citation dont j'ai oublié l'auteur, vous me pardonnerez. Quelqu'un a dit, si vous pensez que le coût d'un client satisfait est élevé, alors pensez au coût d'un client très insatisfait. Pourquoi chercher à Huawei les clients à chaque fois? Une étude de Harvard publiée, parce que voilà, si je parle que d'humoristes et tout, ils vont me prendre pour… Donc, je ramène aussi des études un peu plus sérieuses. Une étude de Harvard a publié un article intitulé « Pourquoi les clients satisfaits vont voir ailleurs ». Et dans cette étude-là, on apprend que 50% des clients satisfaits ne reviennent pas. Ils ont consommé, ils ont payé, ils ne nous doivent rien. En revanche, les clients plus que satisfaits, ceux qu'on appelle fidèles, eux sont 6 fois plus susceptibles de répéter leurs commandes chez nous. Est-ce qu'on n'a pas tous envie, dans le secteur de l'hospitalité et du voyage, que nos clients reviennent et répètent leurs commandes avec nous? La difficulté, c'est que quand les clients sont insatisfaits, on ne le sait pas forcément. Et quand on dit on ne le sait pas, d'après toujours la même étude de Harvard, 96% des clients insatisfaits ne vous le disent pas. Et donc, si on prend je vais traduire ça en chiffres, ça va être plus clair. Si seulement 4% des clients se plaignent directement à nous et 96% ne nous le disent pas, et qu'on sait qu'un client insatisfait va en parler autour de lui à 8 à 20 personnes, les choses se compliquent. On va convertir ces taux en nombre de clients et on va utiliser pour cela l'image de l'iceberg dont on sait que la partie émergée est la plus petite. Si on considère qu'un client insatisfait parce qu'il a vécu un moment de consternation et qu'il fait une réclamation et que ça représente 4%, ça nous laisse 24 clients, les 96%, qui sont insatisfaits mais qui sont cachés, qu'on ignore. Et Frédéric, tout à l'heure, tu as parlé de devoir faire des enquêtes de satisfaction. Malheureusement, souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens interprètent la partie satisfait et très satisfait. Moi, mon invitation ici, c'est de dire, intéressez-vous à la partie plus que satisfait, parce que c'est celle-là qui est fidèle. L'autre, à 50%, elle n'y est pas. Donc, je disais, on a un client qui réclame, et donc, ça fait 25 clients insatisfaits, parce que les 24 autres n'ont pas fait de réclamation, et que chacun d'eux va en parler autour de lui. On va prendre la fourchette basse et dire que ces 25 clients n'ont pas beaucoup d'amis et qui vont s'en plaindre qu'à 8 personnes. 25 fois 8, ça fait 200. 200 quoi? 200 personnes
de votre zone de marché qui auront entendu de la bouche de quelqu'un dont on considère à qui ils font confiance, que votre service est en dessous de tout, que leur ami ne reviendra jamais et qu'il leur recommande d'en faire de même. Notez aussi que on n'est pas en train de prendre en considération les réseaux sociaux. Jeff Bezos a dit, sur Internet, vos clients mécontents peuvent en parler chacun à 6000 amis. Vous voyez donc qu'on est face à un problème de très grande ampleur qu'on va devoir anticiper et résoudre. Donc, s'il vous plaît, on ne doit pas se contenter des réclamations, mais au contraire voir, au-delà de ça, les profondeurs du service client. Donc, en résumé, la satisfaction, c'est le plancher, et nous, ce qu'on doit viser, c'est la fidélité, c'est le plafond. La solution, c'est quoi? Ben, c'est l'innovation. Et là, vous avez votre réponse ici. Là, l'innovation ici, ce n'est plus un luxe, c'est une obligation. Parce que ce qui va contribuer à fidéliser nos clients, c'est le fait de leur en donner plus que ce à quoi ils s'attendaient. Alors, quels sont les outils pour faire ça? Eh bien, sans surprise, vos équipes. Parce que les clients vivent des moments d'enchantement avec votre entreprise. Votre employé doit en vivre une d'abord, si vous voulez que lui livre cette expérience d'enchantement. Et si on y pense, les clients ont des attentes, et si on y répond, ils nous seront fidèles, ils deviendront nos meilleurs ambassadeurs, et nos employés, eux, c'est pareil. Eux aussi, ils ont des attentes. Et si on y répond, ils enchanteront nos clients, ils nous seront fidèles et ils deviendront les meilleurs ambassadeurs de notre marque. Le service dans l'hospitalité et le voyage a ceci de particulier, ici je ne vous apprends rien, qu'il est produit et consommé dans un temps très court. Vous n'êtes pas là pour rattraper toutes les erreurs qui peuvent se produire et surtout, vous n'êtes pas là pour servir tous les clients. Ce sont vos employés qui interagissent avec vos clients. Dès lors, si on cherche à fidéliser les clients, il y a un monsieur qui avait fondé une chaîne d'agences de voyage et quand on y réfléchit, une chaîne de voyage, ça fournit un service plutôt de commodité. Tout le monde fait plus ou moins la même chose dans une chaîne de voyage. Mais cette chaîne de voyage-ci, d'agences de voyage, avait un taux de fidélité de plus de 80%. Et vous savez à quoi c'était dû? C'est une devise, ce monsieur. Sa devise, c'était que le client passe en second. Et si le client passe en second, qui passe en premier? L'employé. Parce qu'il est la clé de voûte, c'est une relation transitive. On doit s'occuper de nos employés et c'est eux qui doivent s'occuper de nos clients. Alors, quelle stratégie de leadership maintenant pour passer de clients simplement satisfaits à des clients fidèles? C'est ce que j'aborderai dans notre deuxième tour de piste Sisti. Et je vous repasse oui, tout à fait, la parole. Sans problème. Je vous remercie beaucoup, Si Mohamed Bourada. Merci à vous. D'avoir, avec des mots sensés, expliqué cette nécessité de l'innovation. Vous avez d'abord démystifié le process en lui-même. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, je sors de ce webinaire avec un nouveau mot en français, Huawei. Et je trouve ça, quels sont les éléments qui permettront à un client, justement, ou comment faire dire à notre client, waouh, plus d'innovation, et vous voulez créer, et je vous l'accorde à Mohamed Bourada, des moments d'enchantement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et cette étude d'Harvard appuie véritablement vos dires, et c'est là où on trouve cette catégorisation de clients satisfaits, insatisfaits et plus que satisfaits. Comment travailler pour juguler entre ces trois éléments afin, en fin de compte, d'aller de l'avant et de permettre. Vous avez fini avec, justement, je résumerai en espérant respecter un petit peu votre pensée, occupons-nous de nos clients internes pour que ceux-ci, ou ceux-là plutôt, puissent s'occuper du client externe. Et vous avez mis en exergue ce que vous avez appelé, et je suis tout à fait d'accord avec vous, la relation transitive. Voilà encore une fois. J'espère être resté dans l'esprit. C'est Mohamed Bourada. Merci d'avoir respecté le timing que nous avons convenu. C'est un autre avantage et un autre point positif dans cet échange et ce partage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ceux qui nous rejoignent, nous sommes toujours en direct et en live
par la séance inaugurale de la CNT Academy qui voit la présence effective de 4 experts consultants qui nous interpellent justement sur ce sujet très, très important, d'accord, qui est justement cap vers l'excellence, stratégie de leadership pour l'hospitalité et le voyage. Nous allons donner la parole, chère audience, si vous le permettez, à un coach professionnel et une formatrice certifiée. Elle est passionnée par l'humain, tant au niveau de ses croyances que ses différentes intelligences. Elle a plus de 15 ans d'accompagnement de femmes et d'hommes pour leur permettre de se connecter à leur plein potentiel. Sabrina Al-Hafian est avec nous ce soir pour nous parler d'une thématique qui est le leadership de soi. Sabrina, marhaba bik. Un réel plaisir de renouer le contact. J'ai eu le plaisir, l'honneur et le privilège de te connaître dans un autre monde. Alhamdulillah, j'ai vu votre évolution. Je vous en félicite. La conscience de soi, Sabrina, est une approche intéressante. Et pour mieux appréhender plusieurs situations en management et leadership, lors de nos échanges, vous avez cité qu'il y a 3 niveaux de réflexion dans ce que vous avez appelé la conscience de soi. Vous avez insisté sur la confiance en soi, sur l'affirmation de soi et sur l'estime de soi. Raison pour laquelle, tout en prenant en considération la part non négligeable de ce qu'on appelle communément la conscience émotionnelle et la dimension communication. Pouvez-vous, Sabrina, s'il vous plaît, nous expliciter ce processus en argumentant votre intervention par quelques exemples, mais également par ce processus qu'on appelle l'intra-communication. Chère audience, Sabrina Al-Hafian, coach certifié, avec nous, et nous l'en remercions. À toi la parole. Laquelle kalima? Sabrina. Merci. Merci, Monsieur Steve. Vraiment toute ma gratitude pour cette belle introduction. Et moi aussi, j'ai eu l'immense bonheur dans cette rencontre de vous retrouver et de vous retrouver aujourd'hui. Merci. Alors, pour parler de ce que vous venez d'expliquer, monsieur, enfin, ce que vous venez d'expliquer, je débuterai et en continuité avec Frédéric, avec Si Mohamed, et ce que vous annonciez initialement. Vous le savez, nous évoluons dans un monde dit VUCA. C'est un monde qui est volatile, incertain, complexe, ambigu, et nous avons besoin de personnes qui portent, qui animent, qui seront habitées par cette vision autour de laquelle nous sommes maintenant réunis. C'est le Cap Excellence et stratégie de leadership pour l'hospitalité, le voyage au Maroc, à titre d'exemple. Pardon. Et nous avons besoin de personnes inspirantes, des personnes inspirées qui sauront réfléchir, donner le sens, cette étoile polaire, montrer la voie, porter et faire vivre ce projet. Quelle que soit la taille des vagues, pour garder l'idée du cap, elles sauront toujours maintenir le cap avec détermination et résilience. Ces personnes qui s'appuient sur leur force intérieure pour mieux faire face aux changements extérieurs. Et je viendrai tout à l'heure à cette idée de conscience de soi. Avant, j'aimerais expliquer qui sont ces personnes. Ce sont des leaders. Et qu'est-ce qu'un leader?
c'est cette personne qui va en premier, qui passe devant pour montrer, pour éclairer le chemin. Alors, avant d'emmener les autres dans cette vision et d'excellence, ces leaders doivent être certains que, qu'ils ont cette capacité d'aller de l'avant, de préserver, de persévérer, d'être résilient, donc de faire face à tous les défis, à tous les difficultés. Il faut être un leader de soi, être dans le leadership de soi. Socrate disait, connais-toi toi-même. Et Gandhi disait, en parlant de voyage, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, c'est celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Un leader est cet être humain, comme chacun de nous, qui a des forces comme des faiblesses, il a des valeurs, il a des freins, en même temps un grand potentiel, il a des peurs, des incertitudes, comme il a une vision et des convictions aussi solides. Il veut aller de l'avant, il gagne à connaître toutes ses composantes à l'intérieur de lui, sa force intérieure. Nous avons tous dans notre personnalité différentes facettes. Je porte en moi, comme chacun de nous, par exemple, Sabrina l'optimiste. Cette personnalité, cette sous-personnalité est une facette positive, c'est une facette qui est motivée, qui veut aller de l'avant. J'ai aussi la perfectionniste, cette partie de moi vise l'excellence et peut être exigeante envers elle-même, envers les autres. Donc, dans chacun de nous, il y a ces facettes, ces sous-personnalités. L'aventurière, le ou la critique. Alors, pour parler de cette sous-personnalité, elle est souvent négative, elle peut toucher à cette dimension de confiance en soi. Est-ce que tu y arriveras? Cette sous-personnalité, quand elle prend la parole, quand je lui donne le volume pour prendre la parole, c'est une sous-personnalité qui peut faire ébranler ma confiance en moi. Et donc, il y a la persévérance, etc. Donc, vous aurez compris, nous avons à l'intérieur de chacun de nous tout un peuple interne. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun de nous porte tout un univers interne en lui. Alors, pour venir à ce qu'on disait tout à l'heure, donc un leader qui veut donner l'exemple et fédérer doit être certain qu'il se connaît très bien, qu'il connaît ce peuple interne, ses différentes facettes, ses différentes composantes à l'intérieur de lui. C'est de la conscience de soi. Et dans cette conscience de soi, il y a ce triptyque. Donc, autrement dit, il va pouvoir éclairer les autres, les fédérer, les influencer, alors que lui-même, il a fait ce travail sur lui. Donc, on pourrait se poser la question, comment pourrait-il fédérer les autres alors qu'il n'a pas encore fait ce travail d'introspection? Alors, je reprends cet exemple. Alors, sur cette dimension de conscience de soi, le meilleur outil du leader, c'est le leader lui-même, c'est d'abord lui-même. Donc, de quoi est-ce qu'il doit prendre conscience? Quand il n'y a que moi et moi-même, comme je me vois, comment je me juge, quelles sont mes capacités, comment je me donne de la valeur. Et cette idée de comment je me donne de la valeur, c'est cette dimension d'estime de soi. On dira en arabe, mustawa taqdir ad-dat. Où en est ma confiance en soi? Est-ce que j'ai une confiance en moi là où je devrais euh, l'avoir? Quand je suis en relation avec les autres, est-ce que je me respecte, je m'écoute? Est-ce que je respecte mes limites? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je sens que je mérite? Donc, un leader doit avoir une bonne estime de soi. Et c'est quoi cette dimension
c'est la valeur que vous vous accordez. Comment vous vous voyez? L'estime de soi va augmenter ou diminuer selon les réussites ou les échecs. Donc, prenons l'exemple d'un dirigeant. Alors, pour parler d'exemple, confronté à une situation de crise telle qu'un problème majeur, un professionnel doté d'une forte estime de soi, solide, aborde cette situation avec calme et assurance. Il est conscient de ses compétences en gestion, il fait confiance à son jugement, prend des décisions éclairées pour résoudre la crise, tout en maintenant un service exceptionnel pour ses clients. Alors, imaginons le contraire, que ce dirigeant a une faible estime de soi. Il est dans la même situation, il va douter de ses capacités, craindre le jugement des autres, il va hésiter dans ses actions. Cela pourrait avoir un impact très négatif sur la résolution rapide du problème et efficace du problème. Et bien sûr, ça aura un impact sur la satisfaction de ses clients. Alors, cette dimension de confiance en soi, qui est la deuxième partie, c'est avoir la conviction d'avoir les compétences et les ressources nécessaires pour se jeter dans l'action, malgré les doutes. C'est avoir ce courage de se jeter dans l'action, malgré les doutes humains que toute personne pourrait avoir. Donc, dans la même lignée, alors imaginez un directeur d'hôtel confronté à la nécessité de mener un changement dans son organisation qui serait important pour améliorer l'efficacité. Donc, ce dirigeant, grâce à son expérience solide dans le secteur et à sa compréhension approfondie de ses besoins, aborde cette situation avec une confiance en soi remarquable. Son assurance, son écoute, son historique réussi, il peut réussir de manière excellente ce projet. Dans cette situation, la confiance en soi du dirigeant se manifeste non seulement dans sa prise de décision, mais également dans sa capacité à inspirer et à motiver son équipe. Il est conscient de ses compétences, de son expertise dans le secteur de l'hospitalité et de sa capacité à mobiliser les ressources nécessaires pour assurer le succès de la transition. La dimension de l'affirmation de soi, c'est une attitude qui permet d'exprimer clairement nos opinions, nos sentiments, nos besoins. C'est une manière de communiquer à notre environnement ce que nous ressentons et ce que nous voulons. L'affirmation de soi se développe au contact des autres, puisque ce contact nous permet de reconnaître nos besoins et nos sentiments, et aussi de pouvoir les exprimer tout en respectant cette dimension de l'autre. Donc, ça vient de moi vers les autres. Donc, finalement, être leader, c'est d'abord être leader de toutes ces pièces du puzzle interne. Être leader, ça commence par soi et par le leadership de soi. Pour la deuxième partie qui concerne l'intracommunication, donc comment est-ce qu'on se parle, j'en parlerai dans la deuxième partie de ma prise de parole. Merci beaucoup, Sabrina, pour autant de doigté, ce processus en partant de l'approche VUCA. Vous citez personnes inspirées et inspirantes, comment maintenir le cap, comment travailler son fort intérieur, comment développer sa résilience. Connais-toi toi-même, d'accord? Et il n'est pas question de faire 10 fois le tour du monde mais de faire le tour de soi-même. Et moi, j'épouse les deux. Je veux faire 10 fois le tour du monde et faire le tour de moi-même. Comment faire en sorte de fédérer les autres et que le meilleur outil du leader, c'est le leader lui-même. En ce sens, le respect de soi, des autres et des limites. Bien sûr, il se dit
que nos valeurs nous mènent toujours plus loin. Al-Qiyam tulzimuna, dans ce processus de réflexion. Et donc, il s'agit d'avoir des compétences et des ressources avant de se jeter, pour se jeter dans l'action ou dans l'eau. Malgré les doutes, il y a l'affirmation de soi, d'accord, et prendre en compte la dimension de l'autre. Et c'est ça qui est fort, fort intéressant. Merci, Sabrina. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, toujours en ligne, d'accord. Plaisir d'accueillir un monsieur qui est installé au Maroc depuis plusieurs décennies. C'est l'ex-directeur des opérations Xerox Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, entrepreneur depuis plus de 20 ans au Maroc en tant que TMC Afrique Conseil et Formation. Si vous avez entendu parler, je suis convaincu que vous avez déjà entendu parler de élu client de l'année Maroc. Depuis 2016, il en est une des chevilles ouvrières. Il accompagne plusieurs entreprises pour renforcer la dynamique commerciale, managériale et expérience client. Il est le CEO de TMC Afrique. Il va nous traiter la question de la dynamique d'équipe et de la communication efficace. C'est avec nous Yann Doléan. Yann, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir patienté le tour en quatrième rang. Quels sont, à ton avis, Yann, les ingrédients essentiels et nécessaires? Et quelle serait, à ton humble avis, la courroie de distribution et de transmission la plus recommandée pour mobiliser le management et le middle management dans l'industrie de l'hospitalité et du voyage pour réussir les challenges à venir et relever les défis fort nombreux? Merci Yann, à toi la parole. Merci Sissetti, bonsoir à tous, je suis ravi d'être présent et parmi vous. Alors effectivement, on parle de, moi tout de suite quand j'entends dynamique d'équipe, j'ai une caisse de résonance qui m'amène directement au mot performance. La performance, notamment dans le secteur de l'hospitalité, revêt plusieurs facteurs, car on ne peut pas se décréter et se dire on est performant, on va dire que c'est une somme de facteurs qui nous permet de construire cette notion de performance. Quand on parle de dynamique d'équipe, on va dire qu'elle revêt plusieurs ingrédients. Tout à l'heure, Frédéric parlait d'organisation, de structure organisationnelle. Effectivement, on va dire que c'est la base pour pouvoir ensuite asseoir une dynamique d'équipe. Encore faut-il prendre cette équipe et la positionner et qu'elle comprenne bien et qu'elle intègre bien les process et la structure de l'entreprise pour laquelle elle se dédie. Ça, c'est la première chose. Tout à l'heure, Si Mohamed parlait d'innovation. Effectivement, l'innovation, c'est savoir aussi la démystifier, comme je l'avais déjà échangé à maintes reprises. Pour nous, l'innovation n'est ni plus ni moins que le remaniement des choses qu'on connaît déjà afin de pouvoir aller créer quelque part un effet waouh vis-à-vis du client. Et effectivement, Frédéric précédemment parlait de satisfaction client, identique également pour Si Mohamed Berrada qui parlait de satisfaction client. Effectivement, le client est au centre de nos préoccupations, mais j'aimerais revenir sur ce que disait tout à l'heure Mohamed, qui disait que chez je ne sais plus quelle entreprise, on va dire que le client était en deuxième position. Et justement, créer une dynamique d'équipe, encore faut-il prendre en considération la notion du client interne. Le client interne, en général, c'est vrai qu'on focalise dans cette logique de dynamique et de performance. On va aller rapidement chercher à aller chercher de nouveaux clients, essayer de se mettre en avant vis-à-vis du marché pour mettre en avant toutes ses qualités, toute son expertise et son savoir-faire. Et bien souvent, on se rend compte que beaucoup d'entreprises font le maximum vis-à-vis du client externe, mais peut-être, je dis bien peut-être, au détriment des clients internes. Alors, quand je parle de clients internes, c'est au niveau d'une organisation, c'est est-ce qu'on sait communiquer en interne? Est-ce qu'on sait anticiper en interne? À défaut d'être dans du management réactif,
c'est savoir poser effectivement les bons process et ensuite aller y injecter une dynamique d'équipe. Alors, cette dynamique d'équipe, c'est pareil, c'est pas je décrète que j'ai une équipe qui est dynamique. Non, c'est tout un processus qui prend énormément de temps. Un processus pour créer de la dynamique, un processus managérial qui permet d'aller créer de la motivation pour que ensuite le collaborateur, se sente engagé, se sente responsabilisé, mais surtout en termes de dynamique d'équipe, c'est savoir donner à ses collaborateurs un sens à l'action qu'on leur demande dans leur quotidien de pouvoir opérer vis-à-vis du client final. Donc, on va dire que il y a énormément d'ingrédients et de composantes pour justement mettre en œuvre, créer, fidéliser et stabiliser cette notion de dynamique d'équipe. Il est clair que dynamique d'équipe passe par différents leviers de motivation. Le premier, c'est l'appartenance de l'équipe par rapport à la marque qu'elle représente, c'est son manager au quotidien. Et comme le disait aussi précédemment Frédéric, encore faut-il qu'au niveau du chef d'orchestre, il puisse avoir une vision. Car aussi, on se rend compte assez souvent que, on fait du mieux qu'on peut, on essaie de donner le meilleur de soi-même. Et là, je rejoins sur ce que disait Sabrina, c'est savoir déjà se connaître soi-même. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je me connais moi-même, on va dire que si je prends confiance dans mes compétences et mes capacités, on va dire que vis-à-vis du client final, ça va être du bonheur. Ça va être vraiment un effet waouh, puisque le collaborateur en interne est content de travailler dans l'entreprise qu'il représente et, en plus, est content par rapport au sens à l'action qu'on lui a demandé de produire vis-à-vis des clients externes, va donner le meilleur de lui-même pour pouvoir rendre justement cette notion d'expérience client mémorable. Donc, il y a énormément de leviers. En termes de motivation, c'est déjà travailler la reconnaissance. Si Seti, vous me demandiez tout à l'heure, la courroie de transmission, on va dire que pour moi, la courroie de transmission, d'un point de vue opérationnel pur et dur, réside dans notre mean management, notre capacité à pouvoir créer la dynamique d'équipe afin d'aller l'orienter vers la stratégie de l'entreprise qu'il représente. Mais de manière, on va dire, concrète, que ce soit en termes de réceptivité de clientèle, que ce soit en termes d'acquisition de compétences. Je vais vous donner par exemple juste un exemple. On arrive des fois, on rentre dans un restaurant, on prend la carte, on voit une personne, un serveur ou un collaborateur qui veut donner vraiment le meilleur de lui-même, sauf qu'en termes de process en interne, on a oublié de le former sur le menu et sur la carte. Ce qui veut dire qu'on peut se retrouver avec un restaurateur ou un serveur qui veut donner mais vraiment une bonne image, le meilleur de lui-même, sauf que derrière, il ne maîtrise pas sa carte de menu. Par exemple, très simple, le client va lui demander quelle différence il y a entre la sole meunière ou la sole grillée. Et là, on n'a pas de réponse puisque, en fait, le collaborateur, par définition, n'a pas intégré en interne, en termes d'organisation et vis-à-vis de son mean management, le fait de, avant de rentrer sur l'opérationnel et sur le terrain, être en contact direct avec le client. On va dire qu'en amont, il y a des prérequis. Prérequis en termes de plan d'induction. Un nouveau collaborateur qui rentre dans une organisation, avant même de se mettre vis-à-vis du client, il doit comprendre en fait tous les rouages de l'entreprise, puisque il représente aussi quelque part dans sa mission toute l'entreprise. Et trop souvent, on peut le voir, on recrute des nouveaux collaborateurs, on va dire que 6 jours après, ils sont sur le terrain face à un client externe. C'est-à-dire que c'est plutôt compliqué. Et aujourd'hui, effectivement, on a un cap, c'est l'excellence. Et l'excellence passe par quoi? L'excellence passe par la montée en compétences. Une dynamique d'équipe, en termes de mean management, c'est qu'au niveau du mean management, c'est savoir prendre en considération la formation vis-à-vis de ses équipes. C'est savoir instaurer des règles de fonctionnement. C'est savoir communiquer. On le verra peut-être un peu plus tard. On a différents styles de communication. On va dire que sur la base de ma modeste expérience, on est encore aujourd'hui un peu trop porté sur ce que j'appellerais du management directif, sans prendre en considération l'ensemble des collaborateurs. Et je pense que l'auditoire le comprendra. Au niveau de chaque équipe, on a différents niveaux de compétences. On a différents niveaux d'interlocuteurs. Et je me dois, en tant que mean manager, savoir m'adapter vis-à-vis de mes interlocuteurs. Donc ça, on va dire que c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte.
une dynamique d'équipe passe par aussi de l'encouragement, passe par aussi des points de communication qui se doivent d'être vraiment très clairvoyants et surtout objectifs. On parlait de tout à l'heure, effectivement, 96% des clients qui sont mécontents ne disent rien. Et il y a sur les 4% restants, et on peut les remercier, puisque on va dire qu'on s'améliore en termes de service que sur la base d'un feedback. Et c'est peut-être pour ça que, notamment au niveau du secteur de l'hospitalité, on a des indicateurs juste incroyables concernant, puisque aujourd'hui on a le web, hein, on a les réseaux sociaux qui permettent vis-à-vis du client final de s'exprimer librement quant à l'expérience qu'il a pu vivre dans tel ou tel établissement. Donc on va dire qu'aujourd'hui, une dynamique d'équipe, c'est un processus et ça revêt plusieurs facteurs à prendre en considération à défaut de se décréter en disant oui, moi j'ai une bonne dynamique d'équipe. Et si je reviens sur ce que disait Sabrina, une dynamique d'équipe s'opère déjà par le mid manager. Est-ce que déjà, par définition, le mid manager est motivé lui-même pour pouvoir justement aller dynamiser son équipe? Donc on va dire que c'est des choses à prendre en compte, des choses sur lesquelles il doit y avoir une prise de conscience pour pouvoir optimiser quoi? Notre professionnalisme, continuer à capitaliser sur notre sens de l'accueil et notre sens de l'hospitalité, et moi je peux vous le dire, reconnu mondialement. Maintenant, derrière, c'est OK, on a l'hospitalité, on a l'accueil. Maintenant, c'est savoir, et on sait le faire, savoir prendre en considération des méthodologies, des référentiels qui fonctionnent à travers justement ce panel d'experts pour mettre en pratique et concrètement vis-à-vis des clients finaux, donner le meilleur de nous-mêmes parce que franchement, on est dans un beau pays et on a une super belle image à conserver et à continuer à les transmettre au reste du monde. Merci, merci pour cette joie de vivre que tu me communiques, cette motivation supplémentaire, Yann, Oui, qui me permet on en a à revendre. de retenir un mot-clé, la performance. La performance est un élément qui suppose, comme l'ont dit Frédéric, également Si Mohamed et également Sabrina et toi-même, une structure organisationnelle. Le remaniement des choses, ne pas rester sur des idées préconçues et qu'on ne peut pas changer, d'où cette conduite de changement est importante. L'anticipation, créer, fidéliser et dynamiser. Entre autres, implémenter une appartenance à la culture d'entreprise, travailler ce qu'on appelle communément la reconnaissance et le style de communication. Merci Yann, merci d'être avec nous. Exceptionnellement, avant de faire le 12e tour de table, je vais demander à la demande de Sir Aziz Al-Khatibi que mon ami Gabriel, qui s'est joint à nous de France, pour ceux qui ne le connaissent pas, Gabriel Saltribro est le président de Studio Butterfly. C'est un des pionniers de l'inbound marketing en France. Il est auteur de plusieurs livres intéressants et qui vont dans le vif du sujet. C'est un homme connu et reconnu sur le marché pour ses apports académiques, stratégiques et opérationnels. Aziz, est-ce que Gabriel est toujours avec nous? Parce qu'il devait nous quitter pour un empêchement. Il est là. Est-ce que vous m'entendez? Très heureux de te voir, Gabriel, vraiment. Est-ce que vous m'entendez tous? On t'entend très très bien, on veut te voir en photo, on n'a que ton image, mais c'est comme tu l'entends et comme tu le veux. Très bien. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'abord d'être là. Je suis ravi de partager. Il y aura un deuxième témoignage de Bruxelles tout à l'heure. Voilà, et je suis ravi de partager cette réflexion sur le tourisme et l'hôtellerie. Je l'associe étroitement parce que justement, je vois par exemple nos clients qui sont des responsables d'hôtels, et bien justement, ils ont élargi à raison leur activité pour montrer en fait à leurs clients que l'important, ce n'est pas la chambre, ce n'est pas le repas même, ce n'est pas l'accueil, c'est le plaisir d'être dans un endroit. Et c'est justement, comme je l'ai dit, comme je l'ai écrit à plusieurs reprises, l'expression des 4 valeurs du désir. Et c'est justement notre différence. Eh bien, dans ce qu'on appelle l'inbound marketing, qui veut dire comment faire venir à
reçoit les clients au lieu d'aller les chercher. L'obsession que doit avoir un responsable du tourisme ou d'un hôtel, c'est de susciter chez le client potentiel les 4 valeurs suivantes. Pratiquer l'impertinence, provoquer l'inattendu, créer l'intrigue. Alors, pratiquer l'impertinence et quoi d'autre, Gabriel? Alors, pratiquer l'impertinence, provoquer l'inattendu, créer l'intrigue et susciter la séduction. Je vais donner quelques exemples pour montrer que si on adopte ces 4 valeurs, Alors, Gabriel, excuse-moi d'intervenir à chaque fois. Alors, oui, pratiquer l'impertinence, provoquer l'inattendu et pour l'intrigue, créer l'intrigue oui. Et et enfin, susciter la séduction. d'accord. Et je vais donner quelques exemples qui sont S'il te plaît. vraiment étonnants. Tu m'entends? Oui, je t'entends très très bien, Gabriel. Vas-y. Voilà. S'il te Alors, plaît. par exemple, je commence. Donc, on fait pour que le responsable d'un hôtel ou le responsable d'une association touristique devienne désirable. Je commence par l'impertinence, par exemple. Quand vous allez dans un hôtel habituel et que vous ne voulez pas que la chambre soit arrangée, nettoyée, bah, en général, il y a écrit « privacy, please » ou « ne pas déranger ». Si vous allez, par exemple, à l'hôtel Urban à Barcelone, où justement je vais souvent parce qu'ils ont un style, un ton, une démarche, il n'y a pas écrit privacy et puis ne pas déranger. Il y a écrit ne pas déranger à moins que vous ne soyez l'homme ou la femme de ma vie. Ah, eh ben, tout le discours de cet hôtel est rempli d'anecdotes, d'astuces, d'humour. Et ça donne un climat et un ton magnifique. Et je vous ai donné un exemple. Ensuite, l'intrigue, par exemple. Eh bien, lorsque vous allez dans un autre hôtel qui est le Normandie, qui est un hôtel que j'aime bien à Deauville, on vous dit, écoutez, l'important, c'est ne pas de rester à l'hôtel. Vous ne voudriez pas connaître un parcours inédit, étonnant, secret de Deauville, de la Normandie. Donc, vous voyez que ça suscite l'envie, le désir et ça suscite le dialogue. Alors, ensuite, l'inattendu. Ah, ça, c'est magnifique. Mais moi, justement, je vais très souvent au Maroc, pays que j'adore. Bien, à un moment donné, j'étais à Tanger et j'ai dit au responsable d'un hôtel à Tanger, oh, j'adore le bleu. Le bleu est vraiment la couleur. Eh bien, il m'a dit, mais vous savez que nous avons un village qui s'appelle Chefchaouen. Eh bien, vous verrez, je suis sûr que vous voudriez y rester toute votre vie. Eh bien, je suis allé à Chefchaouen, bien sûr, que j'ai trouvé magnifique. Donc, il faut savoir créer l'inattendu. Il faut savoir. Alors, il y a par exemple un autre hôtel. Non, c'est pas un hôtel, c'est une région touristique qui est autour de Tours, en France. Bon, Tours n'est pas réputée pour être une ville extrêmement merveilleuse, un peu comme Paris, avec énormément de phénomènes. Eh bien, ils ont créé, la mairie a créé un mois complet de manifestations inattendues. Eh bien, ils ont fait toute une campagne de communication sur des événements culturels, musicaux, poétiques, et qui avaient comme base l'inattendu. Eh bien, ils ont eu un monde fou. Et la séduction, alors là, je rejoins tous les intervenants préalables, c'est effectivement le jeu et le rôle de tout le personnel, de tout l'ensemble de ceux qui participent dans un hôtel ou dans le tourisme. C'est d'avoir cette empathie et cette connaissance intime de ce qu'on appelle, nous, en communication, les personas, c'est-à-dire de connaître les désirs préalables des touristes ou des gens. Et alors, le dernier point que je voudrais mettre à l'avant, c'est qu'avec un peu d'humour, je dis il faut créer le système APA. Alors, pas APA dans le sens, comme on l'entend justement, le mot habituel d'APA, c'est le système APA, c'est-à-dire avant, pendant, après. Eh bien, quand vous avez adopté cette démarche avant, pendant, après, eh bien, qu'est-ce qu'on fait, par exemple? Je l'ai proposé au Maroc, je l'ai proposé à une conférence que j'ai faite à Fès sur le tourisme. C'est-à-dire de dire,
avant que le touriste n'arrive au Maroc, il faut lui proposer un appât, il faut lui proposer quelque chose qui le relie au Maroc. Et nous avons proposé de créer les carnets de voyage au Maroc pour ce touriste. Pendant qu'il est au Maroc, il faut lui proposer aussi des choses auxquelles il n'a pas l'occasion de se raccrocher. Par exemple, moi j'avais trouvé un document sur le théâtre. Une conclusion, Gabriel. Alors, ma conclusion, c'est que si vous faites ce système APA, avant, pendant, après la visite du touriste, vous entrez directement dans ce que j'appelle l'inbound marketing. Vous faites venir à vous-même le client au lieu d'aller le chercher. Gabriel, toujours un plaisir de t'écouter. J'espère te voir prochainement ici au Maroc ou ailleurs. J'y suis le 23 février. J'y suis bientôt le 23 février. Inch'Allah, j'y serai si vous êtes à Casablanca ou ailleurs. Il suffit juste de nous le dire pour qu'on puisse y assister. Tout à fait. Alors, sur la base de ces 4 valeurs du désir, on a compris qu'il y a un lien indubitable entre le marketing, le management et les RH, en fin de compte. Et cette technique de l'impertinence, de l'inattendu, de la séduction et de l'intrigue va nous permettre d'appâter, d'accord, le client actuel ou futur pour que nous puissions atteindre véritablement le chiffre de nombre de touristes d'ici 2026. Merci Gabriel de nous avoir fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous et à très vite. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, toujours dans cette dynamique, toujours dans ce processus d'échange et de partage, on va faire très rapidement un deuxième tour avant de donner un deuxième témoignage à une dame de grande valeur qui est actuellement à Bruxelles, qui est Madame Hassania Franceschi Yousfi. Je reviendrai tout à l'heure. Si Mohamed Bourada, si tu devais nous donner 2 stratégies d'innovation à préconiser pour que nous allons vers l'excellence. Comment faire et comment s'y prendre? Merci, Mohamed Bourada. Alors, Steve Jobs a dit, l'innovation ne vient pas de l'argent que vous pouvez investir en recherche et développement. Il s'agit de s'entourer des bonnes personnes et de bien les diriger et de piger le truc. Le modèle Fast Innovation permet de faire juste ça, piger le truc et décupler l'impact de nos efforts en R&D. Parce que souvent, on a tendance à penser que, oui, mais innover, ça coûte cher. Et bien, comme son nom l'indique, Fast, c'est rapide. Comment innover plus rapidement, mais aussi comment optimiser nos efforts en temps, ressources et investissements et obtenir de grands résultats. FAST, c'est aussi un acronyme, comme vous le voyez à l'écran, où le F signifie focus. Et tu l'as dit tout à l'heure, Yann, vous interrogez n'importe quel touriste étranger pour ce qu'il a apprécié chez les Marocains et au Maroc, et invariablement, ils vous citeront le sens de l'hospitalité. Eh bien, dans la méthode FAST, on nous dit, n'investissez pas tous azimuts dans l'innovation, n'essayez pas d'être bon partout. Innovez là où vous vous démarquez. Ben, si nous, Marocains, on a dans notre ADN, et c'est facile pour nous, c'est facile donc à former nos collaborateurs, parce qu'ils le font chez eux déjà, avec leur famille, avec leurs amis. Avoir le sens de l'hospitalité, ce n'est pas difficile pour nous. Alors, ma proposition à moi, et en suivant ce modèle FAST, c'est concentrons tous nos efforts d'innovation sur ça. Alors, le A, c'est la deuxième étape ou la deuxième lettre de l'acronyme. Pour ask, en anglais, poser des questions, ben on doit constamment, donc, avec nos équipes, avec nos managers, avec nos collaborateurs, nous poser de nouvelles et de meilleures questions pour innover de manière continue et challenger nos idées, parce que les bonnes idées qu'on va trouver, ben, elles seront copiées, comme tout le monde l'imagine. Et ce qui est novateur aujourd'hui va devenir l'attendu demain. Donc, dans cette idée de Huawei le client, on ne va pas le Huawei 2 fois de suite avec la même chose. Ben, réunissez vos collaborateurs, questionnez ensemble les moyens de rehausser l'expérience client. L'avantage est que lorsque les idées viendront de l'équipe elle-même, ben, elle sera plus encline à l'appliquer sur le terrain. Parce que les plans d'action co-construits génèrent le maximum d'engagement pour leur mise en œuvre. Le S en anglais est shift, et ici il s'agit de changer de point de vue. Dans nos efforts d'innovation,
on doit sortir de nos habitudes et intégrer un maximum de parties prenantes dans nos discussions sur l'innovation. On doit même aller questionner les gens qui nous embêtent dans les réunions, les gens qui disent non, les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, parce qu'eux vont nous faire sortir du statu quo et trouver de nouvelles idées. Enfin, le T pour test, on doit sans cesse tester nos idées pour les mettre à l'épreuve du terrain. Une culture qui promeut l'innovation doit permettre l'erreur. Si l'erreur n'est pas permise dans une organisation, on peut dire adieu à l'innovation. Donc un exemple révélateur, un détergent très connu aux États-Unis porte le nom, pour ceux qui le connaissent, de Formula 409. Et ça veut simplement dire que les 408, il a fallu 408 essais avant pour parvenir à la bonne formule. Et que les personnes qui ont contribué aux 408 échecs, on ne les a pas fusillés ou coupé la tête. Et donc, ces personnes-là sont au contraire félicitées. Et je pense que c'est dans le secteur de la pharmacie où ils font des grandes célébrations annuelles pour tous les échecs dans leur recherche de trouver la nouvelle molécule. Parce qu'ils savent qu'il faut 10 ans pour ça. Et comment vous maintenez la motivation des chercheurs pendant 10 ans à rien trouver? Ils font des célébrations annuelles. Voilà pour ma première proposition, le modèle FAST. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de facile à mettre en œuvre avec ces équipes. L'autre chose que je voulais dire sur l'autre stratégie sur la partie innovation, si on peut avancer le slide, c'est plutôt lutter. Voilà, c'est ça. C'est plutôt lutter contre les 4 grands obstacles à l'innovation. Et ces 4 grands obstacles sont l'excès de confiance en soi, le manque de confiance en soi, les biais de confirmation et l'esprit moutonnier. Et voilà une méthode facile à mettre en œuvre encore une fois. Réunissez vos équipes quand vous êtes en mode « on veut innover ». Réunissez-les et divisez-les en 4 sous-groupes. Et demandez au premier groupe en quoi est-ce qu'on fait preuve d'excès de confiance dans nos efforts d'innovation. Est-ce que, par exemple, on se dit « notre menu, c'est le meilleur de la ville et nos clients l'adorent ». Et demandez à ce sous-groupe de vous donner des idées pour surmonter cet obstacle si c'était le cas. Deuxième groupe, vous lui demandez de travailler sur le manque de confiance. Est-ce qu'on fait preuve de manque de confiance en soi chez nous? Est-ce qu'on se dit, non, nous on est juste au Maroc, ça ne peut pas marcher chez nous et tout ça? Et demandez-leur de vous suggérer des idées pour surmonter cet obstacle. Ceux qui ne l'ont pas déjà fait, ça, seraient surpris du nombre d'idées que les collaborateurs peuvent générer en une simple séance bien organisée. Troisième groupe, pareil, on leur demande en quoi est-ce qu'on serait sous le coup de biais de confirmation. Est-ce que, par exemple, on est tellement sûr que notre méthode qui a fonctionné depuis des décennies, c'est la seule? Et pareil, demandez à ce sous-groupe de vous donner des idées pour surmonter cet obstacle. Enfin, demandez au 4e groupe en quoi faisons-nous preuve d'esprit moutonnier dans nos efforts d'innovation. Ça marche chez le concurrent, je l'ai vu faire ailleurs, ça doit que marcher chez nous. Et demandez-leur de vous donner des idées pour surmonter cet obstacle. Vous venez donc de voir 2 stratégies d'innovation immédiatement applicables dans notre quotidien de dirigeants, de managers, de responsables dans l'hospitalité et le voyage. Donc le modèle Fast Innovation, Focus, Ask, Shift et Test, et les 4 grands obstacles qui peuvent réduire vos capacités d'innovation. Ce qui est perturbant pour moi, en tout cas, c'est que lorsqu'on demande aux dirigeants du secteur ce qu'ils attendent de leur manager, et Yann, tu as beaucoup parlé à juste raison du mid-management parce que c'est vraiment là la courroie de transmission, ils vont tous vous citer plein de compétences de leadership comme la communication, la capacité à motiver, la collaboration, l'innovation, etc. Le service client, évidemment. Mais quand vous leur demandez ce qu'ils font concrètement pour développer ces mêmes compétences chez ces mêmes collaborateurs ou managers, leur réponse est souvent mitigée, pas grand-chose, parce qu'on compte sur l'expérience, mais l'expérience aussi veut dire des erreurs. Et prendre soin de son équipe peut permettre d'accélérer le rythme de l'innovation. Et donc, c'est un paradoxe qu'avec la CNT Academy, nous vous invitons à prévenir. En définitive, innover dans l'hospitalité et le voyage revient à développer les capacités de leadership de vos managers et leur donner les outils nécessaires pour bien diriger les collaborateurs, piger le truc, comme disait Steve Jobs, les opérationnels de première ligne, car à leur tour, ils s'occuperont de vos clients pour relever le défi de l'excellence en 2026, 2030 et même au-delà. Merci pour tant de faces. Sincèrement, je suis vraiment aujourd'hui, le processus FAST est véritablement, il peut nous interpeller à plusieurs reprises.
et les obstacles à l'innovation. Pour chaque groupe, vous avez donné des exemples. Alors, très, très rapidement, un témoignage, et je reviens tout à l'heure à Sabrina. Nous avons avec nous de Bruxelles, Madame Hassania Franceschi Eliosfi, qui est la fondatrice de Talentech Coaching, qui est executive coach spécialiste en leadership et conduite du changement. C'est d'avant tout et surtout une ingénieure d'État qui a travaillé au Maroc au ministère des Mines. Elle est executive directeur de l'équipe de John Maxwell Leadership aux États-Unis. Marhaba bik, Hassania, très très heureux de t'avoir avec nous. Merci, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très 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 bien et je voudrais en quelques minutes, parce que je sais que tu as un engagement professionnel d'un autre webinaire à 19h, peux-tu nous expliciter quelques exemples vécus dans ta vie pour que nous puissions un petit peu corroborer le processus en lui-même. Merci Hassania de nous faire l'honneur d'être avec nous. Et en plus, vous avez également organisé le Leadership Day à Bruxelles et vous êtes l'ambassadrice de Centre de dirigeants en Belgique. Merci. Oui, oui, Hassania. Voilà, donc moi, voilà, donc en quelques minutes, je me suis dit, qu'est-ce que je peux dire pour amener un témoignage en quelques minutes. Donc, moi, je suis spécialiste du leadership et pour moi, je voudrais juste partager que le leadership que moi je prône, c'est-à-dire leadership, c'est de l'influence. Et de l'influence qui n'est ni intimidation, ni de la manipulation, ni du pouvoir, mais l'influence, c'est comment je peux ajouter de la valeur aux autres. Et donc, pour moi, c'est ça le leader. Le leader qui ajoute de la valeur aux autres. Et donc, si on parle de l'équipe, on va dire, si moi, je vais demander à chacun ce qui le motive, ses aspirations, ses besoins, ces choses, donc je rends cette équipe humaine, je coach, donc c'est sûr que je mets la lumière dans les autres. Et cette lumière me reviendra en tant que leader. Et donc, pour moi, c'est très important d'avoir cette capacité d'écoute et cette capacité de curiosité. Et je rejoins chacun, parce qu'il y a tout le monde qui a dit quelque chose, mais moi, je résume juste ce que moi, je vois. C'est les grands leaders posent les grandes questions. Donc, soyez curieux, c'est la curiosité. Soyez paresseux, laissez les gens faire et regardez, même s'il y a l'échec. Donc, l'échec et la réussite, c'est une chose. Si on veut applaudir, c'est l'échec et la réussite. Et pour moi, mon expérience, c'est que quand je suis arrivée en Belgique, justement, c'était nous, au Maroc, on est très sur l'intuition, sur la relation, sur le sourire, le chose pour arriver. En Europe, c'est plus le rationnel qui est très important, le contenu qui est très important, la structure qui est importante. Et donc, c'est très intéressant quand on arrive devant quelqu'un, donc de sourire, il ne le perçoit pas de la même façon. Il dit, qu'est-ce qu'il veut de moi? Et donc, c'est très important de pouvoir communiquer avec la personne comme elle voudrait que je communique avec elle. Et donc, c'est pour ça que mon expérience au Maroc, qui est dans un hôtel 5 étoiles au Maroc à Marrakech, on était plusieurs coachs et on est allé dans un hôtel et donc qui était formidable. On est rentré fabuleux, tout était merveilleux. Et puis je voyais en tant que coach plusieurs personnes donc qui travaillaient au restaurant, mais que les rôles n'étaient pas très bien définis et donc ça circulait de partout, mais on n'arrivait pas à être servi. Et on s'est dit tiens. Alors moi et une coach belge, on est allé chez la directrice pour lui demander, tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait donc? Et donc souvent, les leaders ne se rendent pas compte de ce qui se passe au fait sur le terrain. Et donc c'était intéressant de lui dire ça, et donc si elle voulait être accompagnée et des choses comme ça, mais c'était un mur. Je suis débordée, je gère 5 hôtels. Et donc c'est très intéressant de voir qu'est-ce que fait mon équipe, comment est-ce que je l'écoute, je suis curieux, j'observe. Et donc, c'est ça qui est intéressant, donc le leader, c'est un thermostat, mais pas un thermomètre. Et donc, si j'ajoute de la valeur, et si je dis j'ajoute de la valeur, ça veut dire que je suis dans l'écoute, je suis seulement dans la proximité, et je suis sûre qu'il y a une mine d'or autour qui peut vraiment pouvoir servir ce leader et qui peuvent ensemble
assurer cette mission. Voilà, Merci. donc pour moi, c'est désolé, mais Merci beaucoup, Hassania. J'ai beaucoup aimé ajouter de la valeur aux autres. On est thermostat, mais pas thermomètre. Vous avez initié le processus de la lumière. Soyons plus curieux et soyons paresseux. C'est magnifique, ça. D'accord? Je vais essayer d'être encore plus paresseux que je suis. Merci beaucoup d'avoir pris de temps de Bruxelles. Et je souhaite, Inch'Allah, te revoir incessamment sous peu. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, Hassania. À très bientôt. À très, très vite. À très, très vite. Superbe. Alors, avant de donner la parole, bien sûr, à l'audience, parce qu'ils nous font le plaisir, l'honneur et le privilège de rester avec nous, nous sommes maintenant à 80 minutes depuis le début de ce webinaire. Très rapidement, Sabrina, intra-communication. Le qui, le quoi, le comment et le pourquoi de la chose. Merci, Sabrina. Merci, Sisti. Alors, moi, je donnerai un exemple de cette intracommunication. J'ai toujours donné cet exemple d'un coaching qu'on était allé faire auprès d'étudiants. C'était des classes préparatoires, étoiles. Et à ces étudiants, on avait invité un champion marocain avec des médailles extraordinaires, une sommité. Et ce jeune leur avait passé ce message très interpellant. C'était leur dire, voilà, j'ai devant moi, on m'a dit que j'allais rencontrer un champion russe, un colosse, etc. Je me suis exercée, je me suis entraînée pendant des mois avec mon coach, je connaissais toutes les prises, j'avais vu les vidéos, j'étais prêt, j'étais complètement prêt à cette rencontre. Alors le jour J, j'étais en train de regarder, j'étais en train de regarder le ring, il y avait mon adversaire devant moi et cet adversaire, à un moment donné, j'étais en train de me dire, tout au long du chemin que je devais parcourir, ça veut dire le couloir que je devais parcourir entre là où j'étais et le ring, j'étais en train de me dire, bah, il est énorme. Et certainement, les conditions dans lesquelles il s'est entraîné sont meilleures que les miennes. Est-ce que moi, je vais battre ce champion, etc. Alors, il a posé juste la question de se dire, qu'est-ce que j'étais en train de faire à ce moment T? J'étais en train de me donner le chaos alors que le match, que le combat n'avait pas encore commencé. Personne ne m'avait touché. J'étais en train de me donner le chaos. Et là, c'est pour dire c'est le que mental, Sabrina, c'est ça? Oui, c'est du mental et c'est comment est-ce que je me parle. C'est que avec ces messages, avec cette manière de se dire la chose, au lieu de se propulser, de se dire je me suis assez exercée, et je le connais, je connais toutes les prises, j'ai tout fait pour pouvoir être à la hauteur et je mérite ma place. Et il était plutôt l'adversaire qui était sur le ring. En réalité, ce n'était pas l'adversaire. L'adversaire, il le portait en lui. C'est son dialogue interne. Comment est-ce qu'il était en train de se parler? Et donc, pour reprendre cette métaphore de l'orchestre, et cette fois, c'est l'orchestre interne, comment je me parle? Il est important que le chef d'orchestre interne soit moi. Alors, comme je suis un chef d'orchestre, j'ai ma partition, j'ai ma manière d'imaginer les notes. Alors, en tant que leader de cet orchestre interne, il est important de très bien connaître ces musiciens, membres de cet orchestre interne et comment ils jouent. C'est identifier vos forces, vos faiblesses qui risquent de toucher à la qualité de la musique. Pour avoir une harmonie intérieure, vous gagnez à maîtriser vos pensées, émotions, actions, paroles qui seront comme vos instruments. Ces instruments doivent jouer en cohérence. Une relation de confiance et de paix intérieure est prête à régner et quand elle règne, vos différents musiciens en confiance dans le jeu des uns et des autres, ils savent que chacun va jouer avec brio
au mieux. Là, vous deviendrez un leader authentique, aligné et transparent avec soi, un leader de soi, comme un chef d'orchestre qui se perfectionne et qui perfectionne son art. Vous allez toujours être à la recherche de cet apprentissage, de cette évolution dont vous avez tous parlé à travers les différents processus des entreprises et dans le secteur. Et si je suis à la recherche, c'est que bien sûr, je permets que les autres puissent briller aussi. Vous êtes prêts. Si vous sentez que vous avez atteint une harmonie interne, vous savez que vous avez une force intérieure qui a maîtrisé ses freins, ses blocages, ses émotions, ses attentes. À présent, la scène vous attend, vous êtes en train de briller, autrement dit, vous êtes le leader des autres, vous devez être le leader de votre équipe intérieure, vous devez être en maîtrise de vous-même. Et là, bien sûr, vous êtes prêt à briller et à faire briller. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce partage. On a parlé beaucoup de challenge, on a beaucoup parlé de sport, on a beaucoup de gens ont parlé de musique, d'orchestre et l'expérience. Il y a également de l'innovation qui se fait avec, sans lui faire de la publicité, Bouchard, qui fait de l'expérience immersive. Quand vous voyez un petit peu toutes les personnes qui souhaitent participer et être de plein pot. Superbe, 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 superbe. Tout cela est bien beau, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons passer aux différentes questions. Elles sont nombreuses. Je vais me permettre d'en choisir quelques-unes. Alors, la première émane de M. Rachid Rami, qui est DG de MIA Mazagan à El Jadida, et qui pose la question à Frédéric. À ton avis, Frédéric, comment les leaders peuvent-ils s'adapter pour rester compétitifs sur le marché mondial? Première question. Eh bien, merci pour cette question. Je crois qu'on l'a vu au travers des différentes démonstrations que chacun a fait. Pour moi, il y a un dénominateur commun là-dedans, c'est l'être humain. L'être humain, que ce soit le client ou que ce soit le client interne, puisque Yann, tu parlais aussi de cette distinction client interne, client externe. Et comment y arriver? Je crois il y a besoin d'une prise de conscience, que ce soit au niveau de tout ce qui est à faire sur ces dimensions humaines. Déjà en interne, c'est Richard Branson qui disait, le fondateur de Virgin, qui disait: prenez soin de vos collaborateurs, ils prendront soin de vos affaires. Donc il y a déjà cet aspect-là, je pense, qui est important. Yann disait que en fait, l'innovation, c'est le remaniement de ce que l'on connaît déjà. C'est peut-être là qu'il faut chercher ces différentes petites ficelles pour améliorer le service, pour améliorer le leadership, que ce soit, donc, comme je le disais, pour le client interne, que ce soit aussi pour le client externe. Parce que très souvent, j'ai bien aimé quand Gabriel parlait de APA, le avant, pendant, après. Moi, j'ai l'impression que souvent, le après, on ne s'en soucie pas trop. Oui. On l'oublie. On disait que 96% des clients qui ne sont pas satisfaits ne le disent pas. On sait que, grosso modo, alors corrigez-moi si je me trompe sur les chiffres, mais je crois qu'on dit qu'un client satisfait en parle à 3 personnes, un client insatisfait en parle à 10 personnes. Et je reviens sur ce que je disais avant, c'est peut-être là aussi dans ce déroulé de différentes étapes dont il faut prendre conscience et qu'il faut peut-être aussi systématiser dans cette industrie, cet aspect aussi de connaissance du client, d'enquête de satisfaction, parce que faut pas oublier que non seulement en faisant ça, on valorise le client en lui demandant son opinion, mais aussi c'est une opportunité absolument extraordinaire d'apprendre, de s'améliorer et de le faire gratuitement, puisque c'est le client lui-même qui nous donne le feedback. Donc c'est vraiment ces dimensions humaines, je pense, qui sont au cœur de tout, puisque on est dans un secteur de l'hospitalité, du voyage, du tourisme, où ce sont des humains qui œuvrent pour des humains. N'oublions pas que le client qui vient, que ce soit dans un hôtel, que ce soit pour des conférences, que ce soit pour des excursions, très souvent les gens, c'est une part non négligeable du budget du ménage qu'ils mettent en jeu pour un moment récréatif, un moment de plaisir,
pour des vacances, pour un voyage en famille. Et je crois qu'il faut qu'on garde ça en tête pour se dire, ben, c'est quelque chose qui se respecte. Et puis, l'autre axe, à part l'axe humain, eh ben, c'est vraiment l'axe structurel pour moi. Comme je le disais avant, systématisons cette approche de se dire, sur les quelques points que j'ai évoqués, il me faut une vision, il faut que je connaisse mon marché, il faut qu'après j'organise, je structure, je processe, que j'utilise des outils informatiques qui vont me donner des indicateurs pour être dans une dimension de pilotage et non pas je surfe sur des croyances ou des hypothèses. Tout cela pour aboutir à la finalité du secteur qui est vraiment le service client. Et qui dit service client dit humain et dit ressources humaines. Merci, merci, merci Frédéric. Alors, il y a Jamal Barada qui est tout à fait d'accord avec Si Mohamed Barada. Sympathique ça. Que le client doit être très satisfait et non pas que satisfait. J'ai un autre intervenant qui est Silmehdi Kouris, qui est membre de la Fédération nationale du transport touristique au Maroc. Et sa question me semble très, très pertinente. Elle concerne l'emplacement du transport touristique dans l'ensemble de la chaîne touristique en tant qu'élément essentiel de l'expérience voyage. Je lui accorde. Et il s'adresse à Si Mohamed Barada et il vous demande, Si Mohamed, quelle stratégie ou innovation pensez-vous qu'il faudrait adopter pour contribuer davantage au succès global de l'industrie du tourisme? Quelle stratégie ou innovation pensez-vous qu'il pourrait adapter pour contribuer davantage au succès global de l'industrie de l'hospitalité et du voyage? C'est Mohamed Barada. Je pense modestement que, d'après toutes les interventions, il y a deux volets. Il y a, quand on parle développement du secteur, on a, et je parle sous votre contrôle, on a souvent l'idée qu'on doit aller chercher plus de clients. On est focalisé sur l'acquisition de nouveaux clients, l'acquisition de nouveaux marchés, faire venir plus de monde. Moi, je me pose la question, mais les personnes qui nous connaissent déjà, nos clients réguliers, nos anciens clients, ils sont où? C'est quoi le taux de retour chez nous? Qu'est-ce qu'on fait pour, encore une fois, faire vivre cette expérience mémorable et dont les gens vont aller parler et qui va leur donner envie de revenir et revenir encore? J'avais un chiffre en tête, encore une fois, je ne sais pas d'où il vient, mais je parle sous le contrôle de Yann, probablement que tu as de la data plus fine que la mienne. Il en coûte 6 fois plus cher d'acquérir un nouveau client par la publicité, par la promotion, par les salons, qu'il en coûterait de fidéliser ceux que nous avons déjà. On est dans notre mindset un peu d'entrepreneur, on est volage. On a toujours envie d'avoir ce nouveau client et d'acquérir ce nouveau. On veut accrocher ce nouveau trophée à notre. Et moi, pour répondre à la question tout simplement, je dirais, que disent nos enquêtes de satisfaction sur ceux qui fréquentent déjà nos entreprises, nos installations et nos facilités? Et justement, c'est Mohamed Barada, je reste dans la même dynamique parce que c'est Ibn Atiyah, qui est professeur à l'ISIT, se pose la question suivante. Est-ce qu'il y a des outils performants pour mesurer la satisfaction client? Et peut-être que tu pourrais répondre et Yann pourrait apporter un complément d'information ou l'inverse. Oui, enfin, je pense que Yann est plus approprié pour en meilleure posture pour répondre à ça parce qu'il a des indicateurs depuis, je pense, 2016 ou 2017. Parce que si vous a interpellé, c'est pour ça que je me suis permis pour. Oui, absolument. Mais rapidement, je dirais la véritable réponse, on ne la connaît pas. Mais il y a des gens qui la connaissent. Ce sont nos employés. Posons-leur les questions en interne. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos clients aient envie de revenir chez nous? Et vous verrez, ils en ont plein des réponses. Yann, s'il te plaît, indicateurs, c'est toi. Des éléments de réponse au professeur Abdelrazak Ben Atiyah, professeur de l'ISIT. Oui, si c'est, vous pouvez me rappeler la question? Est-ce qu'il y a des outils performants pour mesurer la satisfaction client? Alors, il y a deux choses. Pour nous, au niveau de, et là je vais parler sous couvert de élu service client de l'année Maroc, qui est présent maintenant depuis 7 ans. C'est un label qui récompense en fait les entreprises sur une batterie de tests
qui est faite sur l'ensemble des canaux de communication, que ce soit le face-à-face, le téléphone, les réseaux sociaux, le site Internet ou bien encore les emails et formulaires de contact. Donc, il y a différents types d'outils. Alors, il y a le distinguo à faire, enquête de satisfaction client, ça c'est une chose. Mais il y a aussi l'enquête de l'expérience client. Et là, je vais rebondir sur ce que disait tout à l'heure l'intervenant en Belgique, c'est le avant, pendant, après. Et en fait, l'idée, c'est notamment au niveau du label élu service client de l'année au Maroc, on prend en considération sur l'ensemble des canaux de communication dont peut jouir toute entreprise implantée au Maroc, c'est de pouvoir aller identifier la perception que nous avons sur l'expérience que je vais avoir avec l'enseigne hôtelière ou l'agence de voyage ou le guide touristique, bref, de pouvoir aller mesurer la perception du client avant, pendant et après. Avant, c'est au moment où je rentre dans l'univers d'un site hôtelier. Ce n'est pas parce que je vais rentrer dans le site et dans l'univers de l'hôtellerie, je ne vais peut-être pas aller consommer, mais quand je vais repartir avec quoi? Est-ce que j'ai une bonne perception du l'avant sans pour autant avoir consommé le pendant et le après? Donc pour moi, en fait, il y a deux types, il y a deux logiques. Satisfaction client finale, ça veut dire que le client a testé votre enseigne ou votre environnement, il l'a goûté et à la fin, on lui dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Comme il y a d'autres outils tels que Élu Service Client de l'année qui permet d'aller mesurer et de connaître l'expérience client avant la vente, pendant la vente ou le service et après cette notion de vente ou de service. Donc, on va dire que bon, les réseaux sociaux savent mettre en avant des indicateurs de performance en termes de satisfaction client, comme on peut en retrouver aussi d'autres indicateurs sur les réseaux sociaux ou sur le web sur cette dimension avant, pendant et après. Merci, merci. J'ai une autre question de Paris, d'un étudiant qui s'appelle Hafid Adli Ilah, qui est étudiant en master tourisme à la Sorbonne Paris 1, qui vous remercie de ce webinaire intéressant. Nous nous remercions d'avoir. Et sa question est la suivante, elle est un peu longue, mais très, très intéressante. Merci, Hafid, de participer. Quelles compétences de leadership spécifiques sont essentielles pour réussir dans l'industrie du tourisme? Et comment les programmes de formation peuvent-ils être adaptés pour relever les défis uniques auxquels les leaders du secteur sont confrontés? C'est ouvert, ça peut être notre chute également, avant d'intervenir au nom de Siam Haksheli, à moins qu'il souhaite parler en live, d'accord? Qu'en pensez-vous, Frédéric, Simon Bogada, Sabrina et Yann? Écoutez, moi, je veux bien apporter un élément de réponse. Déjà, la bonne nouvelle, c'est Hafid, c'est qu'au niveau du Maroc, on a vraiment toutes les formations adaptées aux spécificités de notre marque de fabrique Made in Morocco. Donc ça, on l'a. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui à travers la CNT Academy, et si Aziz en parlera tout à l'heure. Donc effectivement, il y a énormément d'outils, il y a énormément d'engagement et de passion pour justement transmettre et aller partager l'expertise et le savoir-faire dans le domaine de l'hospitalité. Donc, je tiens à rassurer Si Hafid, il y a tout ce qu'il faut en termes de formation professionnelle afin d'optimiser au mieux notre compétence. Et je finirai avec deux choses, deux ingrédients importants à prendre en considération, notamment au niveau du Maroc. J'aimerais qu'on puisse y associer en fait deux ingrédients fondamentaux, la rigueur et la discipline. On a une expertise, on a un savoir-faire, à défaut d'essayer de jongler de manière intuitive ou instinctive, arrêtons, portons et faisons un focus sur quoi? Sur ce qu'on sait faire et à travers tels que la CNT Academy en termes d'initiative et d'innovation, parce que c'est une innovation, de pouvoir mettre auprès des professionnels de l'hospitalité au Maroc une expertise et un savoir-faire afin qu'on puisse nous tous ensemble aller partager ce que nous aimons le plus, c'est-à-dire le savoir-faire, l'accueil et surtout savoir mener de A à Z cette expérience client parce que, je tiens à le rappeler, on a deux échéances, 2026-2030. On sera à la vitrine mondiale
et on est déjà si heureux de pouvoir commencer à s'y préparer. À défaut d'être dans la réactivité, nous sommes dans l'anticipation. Merci pour 2025-2030. Nous essaierons d'y être. Nous essaierons que le bon Dieu nous accorde la vie et puis la volonté, la patience et l'anticipation. Est-ce que Mohamed Barada ou Frédéric ou Sabrina veulent rajouter quelque chose rapidement, succinctement, avant Oui, de je donner veux la bien. parole à une des chevilles ouvrières de cette opération, c'est Aziz Al-Khattabi. Et la conclusion. Je veux bien apporter une petite réponse sur Une réponse de Korassi Mohamed. très court. Il a posé la question, quelle compétence de leadership? Moi, j'aimerais dire que le leadership, ce n'est pas une compétence. Ce n'est pas la communication, ce n'est pas la motivation, ce n'est pas la négociation, le leadership, c'est une attitude. Et du coup, on ne peut pas aborder la formation en leadership comme on l'aborderait pour une compétence technique. Donc, pour moi, quelles compétences il faut en leadership? Il faut de l'accompagnement sur la durée. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Les formations en leadership qui fonctionnent sont des formations qui travaillent sur l'attitude et le mental des collaborateurs. Voilà. Donc, plus d'attitude si on veut prendre de l'altitude. C'est ça un petit peu, c'est Mohamed, si j'ai bien Oui, bien résumé, ça. bien résumé. Super. Frédéric, tu veux rajouter Oui, quelque chose? j'abonde dans le sens de Yann et de Mohamed. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Effectivement, le leadership, c'est une posture, je pense. Et quand l'auditeur pose la question de quelles compétences il faut développer, effectivement, c'est comme dit Mohamed, c'est dans le long terme. Et puis, c'est une question surtout d'écoute, d'ouverture, d'empathie. On parlait avant, je crois que c'est notre intervenante de Bruxelles, Hassania, qui parlait de communiquer avec les personnes comme elle voudrait que l'on communique avec elle. C'est là la différence entre les fameuses règles d'or et de platine. On ne doit pas communiquer avec les gens comme on voudrait qu'ils communiquent avec nous, mais comme ils veulent qu'on communique. Ça s'applique aux clients internes, aux clients externes. On revient toujours au même point, on revient à l'humain et à la posture. Merci beaucoup. Sabrina, un complément où tu abondes également sur ce qu'ont dit Frédéric, Yann et Si Mohamed? Oui, effectivement, je vais dans le même sens. Alors, l'idée de se dire, bien entendu, pour être dans ce leadership, il faut bien commencer par soi et emporter tout le monde, bien entendu, dans dans ce cap, dans cette belle aventure. Donc voilà. Merci beaucoup. Pour rester toujours fidèle à mes principes et valeurs, Madame Rizel Herabli a émis un avis. Je ne suis pas d'accord avec l'utilisation du mot hospitalité, qui ne veut pas dire la même chose qu'en anglais. On est aujourd'hui dans l'économie de l'expérience et on veut délivrer un service. C'est dit, c'est noté. Et avec moi, c'est Abdelhak Chali, un ami de promotion, un grand ami qui est actuellement à Agadir et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir dans le cadre de ce webinaire inaugural de la CNT Academy. Nous le remercions d'avoir jugé et évalué les interventions fort intéressantes, mais il y a une problématique importante qui est la dimension culturelle dans le leadership pour l'hospitality et le voyage n'a pas été abordée. Pourtant, c'est un atout majeur dont doit disposer un leader et sa mise en œuvre dans la pratique managériale est incontournable. Abdelhak, je te donne la parole exceptionnellement. D'accord? Je sais que c'est Aziz a donné la technique, donc il est là, donc il a la main. Et donc, c'est juste pour rester fidèle à nos engagements par rapport aux intervenants et par rapport à tout le monde. Succinctement avant le mot de la conclusion. Merci beaucoup. Merci, Cécile. Je remercie tous les intervenants pour leur intervention fort intéressante. Je rejoins si Brada pour le leadership est un ensemble d'attitudes dont doit disposer un leader. C'est tout à fait clair et palpable. Ma question que je voulais débattre, c'est la dimension culturelle qui a été négligée dans l'ensemble des interventions. Or, le leadership, cette dimension culturelle, il faut que le leader
doit en disposer et la mettre en œuvre dans la pratique managériale de tous les jours. On parle d'attitude, on parle de donner un exemple à ses collaborateurs, mais la dimension culturelle reste incontournable, reste quelque chose de très important dans la pratique managériale quotidienne pour pouvoir comprendre ses collaborateurs, les écouter et agir de façon efficace pour les façonner de la meilleure manière et leur apporter la valeur ajoutée dont on a parlé durant les différentes interventions. Et je reste sur ma fin, sur la dimension culturelle qui n'a pas été très développée dans les Pardon? Ça pourrait être un prochain sujet, parce que la dimension culturelle a des dimensions au niveau micro-macro, mais également au niveau d'un certain nombre d'éléments de travail. Et je comprends, et je t'accorde. Bien sûr, je vais demander à nos intervenants experts s'ils ont un élément à rajouter, mais là, tu nous donnes vraiment l'occasion d'aborder cette question qui est fort importante, de la dimension culturelle dans le leadership. Aujourd'hui, on parle de l'expérience client, qui est la clé de route de la réussite dans l'hospitalité et le voyage. Une expérience client ne peut être garantie que par le concours de l'ensemble des collaborateurs au sein d'une entité. Or, vous connaissez tous que la majorité du personnel qui existe dans l'hôtellerie et l'hospitalité marocain vient de souches sociales démunies, principalement, qu'il va falloir rééduquer, façonner pour qu'ils apportent le meilleur d'eux-mêmes. Parce que malheureusement, dans notre culture, une bonne partie des métiers de l'hôtellerie ne sont pas valorisants dans la société. Attractivité. Un leader, il a cette contrainte. Il est obligé de donner, de rassurer son personnel et de lui donner de la valeur pour qu'il s'estime lui-même à un niveau tel pour assurer une expérience client irréprochable. Merci. Merci Abdelhak de ta contribution. Toujours un plaisir de te voir en présentiel d'abord. Plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Un ami de promotion pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime. Allah yabarak fik. Superbe. Alors, la dernière question émane d'un ami qui est le professeur Ahmed Naïm, consultant et professeur. C'est Ahmed Naïm pose la question suivante. Que pensez-vous de l'approche managériale qui consiste à tout décloisonner pour aller vers plus de transversalité communicationnelle? Un leader et une équipe opérationnelle multifonction. Sabrina, pourrais-tu intervenir peut-être? Alors, Monsieur Sti, est-ce que vous pourriez, je vous prie, reprendre la question? Bien sûr, avec grand plaisir. Merci. Que pensez-vous de l'approche managériale qui consiste à tout décloisonner pour aller vers plus de transversalité communicationnelle? Alors, pour ma part, je dirais peut-être, bien entendu, c'est une question, je pense que les différents intervenants peuvent commenter. Alors, si Mohamed, bien entendu, Yann et Frédéric, je dirais que ce sont des choix. Et ce sont des choix qui représentent aussi une sorte d'ADN du leader qui porte ses choix. Donc, choisir cette transversalité, pour moi, c'est un reflet de leader qui le porte. Donc, voilà. Super, super. Peut-être quelqu'un parmi les intervenants, avant de donner la parole à Aziz Al-Khatibi et de faire la conclusion finale pour qu'on arrive à 2 heures pleines, intéressantes, instructives. Tous les internautes qui nous ont suivis vous remercient, vous félicitent un petit peu pour la richesse de ces échanges. D'accord? On avait été parti pour 90 minutes, on est à 120 minutes. Tant mieux pour nous, pour tout le monde. On est là pour le plaisir, pour le fun, mais également pour le wow.
je vais résumer ces 2 heures en mots-clés. Innovation, éthique, challenge, rentabilité, wow, appât, désir, engagement, foi, volonté, esprit d'équipe, discipline, rigueur, intégrité, rupture, enjeu, diversification, conscience, croyance, reconnaissance, humilité, management, intelligence collective, co-construction, capital humain, écoute, valeur, à mon humble avis, ne sont pas de 20 mots pour l'excellence. Thomas Buxton disait qu'avec un talent ordinaire et une persévérance extraordinaire, on peut tout obtenir. Nous avons pris le large il y a à peu près 2 heures. Beaucoup de choses sont encore à faire et à réaliser, mais tout n'est pas à refaire, alhamdoulilah. De nombreux chantiers aussi palpitants les uns que les autres nous attendent pour que notre feuille de route pour la relance à l'horizon 2026 atteigne les objectifs, pour que nous puissions faire de cette CNT Academy une plateforme collaborative avec l'implication effective de tout un chacun. Nous avons saisi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que le futur n'est pas un endroit où nous allons, mais un lieu que nous créons, que les chemins ne sont pas à trouver, mais à construire. D'ici 2025, 2030, 2 échéances primordiales et prioritaires. Ne dit-on pas ربطوا ورثبطوا لعلكم تفلحون لكي نسعد لرهانات المستقبلية إن شاء الله بكل مودة أقول لكم شكرا جزيلا. Merci à toutes et à tous. بكل إخاء أستودعكم على أمل اللقاء بكم في فرصة أخرى بمشيئة الله. Très prochainement, nous vous donnons rendez-vous dans d'autres lieux et sous d'autres cieux, en présentiel, en hybride ou en distanciel, pour échanger, le tout en partage d'expériences et en interactivité savamment dosée et en responsabilité engagée. Ambition affichée et probablement, certainement, sûrement mesurée pour réussir comme il se doit, sachant que la rigueur, comme vous l'avez souvent dit, reste et restera notre leitmotiv. Boss, chauffe, la CNT Academy, تعمل إيه؟ mesdames, mesdemoiselles et messieurs, على هذا أودعكم وعلى أمل لقاء بكم أتمنى وأقول لكم إلى اللقاء إن شاء الله. Merci beaucoup aux intervenants, merci à tout un chacun, merci véritablement du fond du cœur, avec passion, nous y arriverons à avoir autant de monde, mais sachez que ce webinaire sera enregistré entièrement et sera mis à la disposition pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous ou nous suivre. Nous y arriverons jusqu'à au dernier souffle de notre vie. Merci tout le monde. À la prochaine. Aziz, tu peux, Ada, et on reste entre nous. Tu peux finir l'enregistrement. Comme ça, il n'y a plus de problème. Merci beaucoup.